ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu un noir habillé avec un sweat à capuche et une veste en cuir. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'historique. C'est un débat sur la place de la police, comme jamais. Le même gouvernement a pris 4 millions d'euros pour des menaces supplémentaires pour les forces de l'ordre, 4 millions pour acheter des drones, 3 millions pour des gaz lacrymogènes, 2 millions pour des LBD. On m'a dit, oui, c'est pas la première fois qu'il est violent, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc en plus, la police était au courant déjà de ses agissements. Dernier document accablant pour la police sur lequel s'est appuyé l'IGPN, une vidéo inédite que tu as récupérée. Et en plus, c'est une vidéo assez inattaquable puisqu'elle a été tournée par les gendarmes, la CIOP, la cellule image d'ordre public de la gendarmerie. On va la voir, on est à Nice le 23 mars et on entend, et on voit aussi le commissaire Rabassouchi à côté des policiers sous ses ordres. Il fait ses sommations. Et lance immédiatement après la charge sur un petit groupe, quelques personnes éparses. On voit la charge. Voilà. Donc un document de la gendarmerie, on le redit. Pascal. Oui, parce qu'effectivement, ils ont pris soin en fait, d'enregistrer toute cette journée. Ils étaient, comme ils le disent, abasourdis. Les ordres étaient disproportionnés. Et on sait les conséquences que ça a eu. Cette affaire est évidemment emblématique parce que ça montre les violences policières à l'encontre d'une militante pacifiste de 73 ans, mais également emblématique parce que 2 jours plus tard, le président Emmanuel Macron livre une version absolument mensongère et explique qu'il n'y a eu aucun contact entre Geneviève Leguet et la police. Alors évidemment, c'est encore une fois exceptionnel dans cette affaire qui ne s'arrête pas de nous surprendre. Mais aujourd'hui, c'est l'IGPN qui vient démentir les mensonges exactement, du président. Merci Pascal, ton enquête est à lire en détail sur Mediapart. C'est un rapport donc, qui date d'avril, qui a été très attendu et que nous avons pu consulter. Donc en gros, ce rapport dit que les ordres sont inadaptés et en particulier lors de la charge effectuée au cours de laquelle donc, Madame Geneviève Leguet a été poussée. Et pour rédiger son rapport, l'IGPN s'appuie sur un document très embarrassant, le compte-rendu d'un gendarme qui était sur place au moment des faits et qui contredit en fait totalement la version policière. Ce compte-rendu, Mediapart se l'est procuré, le voici. Il est daté du 25 mars 2019, on voit la date, soit 2 jours après les faits. Et dans ce document, eh bien, le gendarme en question estime que la charge effectuée est, je cite, en totale disproportion et nécessité face à une foule d'une trentaine de personnes, assez âgées, très calme, avec en plus de nombreux journalistes. Alors ça, c'est pour la charge contre le Geneviève Leguet. Et l'IGPN, dans son rapport, pointe aussi le donneur d'ordre, en l'occurrence le commissaire, qui a décidé de cette charge. Oui, le commissaire, c'est le commissaire Rabassouchi, qui est en charge des opérations le jour des faits. On le voit ici sur la photo. Exactement, c'est lui donc qui est à droite sur la photo. Et selon l'IGPN, je cite, les ordres donnés par le commissaire divisionnaire Souchi ne se caractérisent par un manque de clarté et un aspect directif. Ils sont inadaptés, en particulier lors de la charge effectuée au cours de laquelle Madame Leguet a été poussée. On sent bien donc, le vocabulaire employé évidemment par l'IGPN est très précautionneux. L'IGPN est embarrassé exactement pour charger la police, ce qui est un cas exceptionnel, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas enterrer le rapport de ce gendarme qui a refusé en fait, ce capitaine d'escadron, qui a refusé d'engager ses hommes, plus de 60 gendarmes, sur cette charge qu'il juge disproportionnée. Et là encore, donc, le compte-rendu du gendarme à l'origine des conclusions de l'IGPN. Ce gendarme, ce capitaine est catégorique. Que dit-il? On va le voir, le gendarme parle, je cite, d'un individu qui ne se maîtrise plus, qui devient presque dangereux. La charge commandée par le commissaire Rabassouchi est, selon donc, ce capitaine, instantanée, brutale et violente. Nous sommes tous abasourdis, écrit-il. Donc Rabassouchi, c'est un peu le personnage central de cette enquête. C'est lui qui donne les ordres et c'est surtout lui qui, 2 mois plus tard, reçoit une médaille
qui est la médaille donc, des Gilets jaunes. C'est la promotion des Gilets jaunes, pour reprendre les propos du ministre de l'époque, Christophe Castaner. À ce jour, il a toujours cette médaille. À ce jour, il est toujours en poste à Nice et aucune mesure n'a été prise à l'encontre de ce commissaire. Il n'y a pas que le face-à-face entre les forces de l'ordre, les manifestants et les habités des quartiers populaires. Il y a une politique qui est voulue et qui est résumée en effet par exemple la loi de sécurité globale qu'on connaît actuellement, qui est pas simplement de l'impunité supplémentaire donnée potentiellement aux forces de l'ordre, mais qui est en effet un déni politique. Alors dont on pourrait presque rire, c'est Walidia, l'humoriste, qui dit c'est quand même curieux que les mêmes qui nous expliquaient que les violences policières n'existent pas, on n'aura pas le droit de les filmer. C'est quand même assez étrange en effet. Et derrière ça, ça en dit long du cours autoritaire qui s'organise à bas bruit. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est pas pensé, c'est réfléchi. Le déni a une fonction politique dans justement ce contexte qui consiste et ça rejoint la question, à organiser un contrôle politique de l'ordre social. Et je crois que beaucoup ont commencé à comprendre ça, parce que derrière ça, il y a des choix politiques. Prenons les problèmes de l'heure. On parlait de ces liens, ce commun qui s'est constitué. Par exemple, dans le premier confinement, il y a eu énormément d'actions, d'entraide et de solidarité, notamment dans les quartiers populaires, avec des maraudes, des fabrications de masques. Et on a retrouvé, entre autres, des gilets jaunes se joindre aux associations de quartier. Et je veux dire, à ce moment-là, on a senti qu'il y avait cette solidarité. Au moment où on parle, le gouvernement a fait baisser de 11% le budget d'aide alimentaire. 8 millions d'euros d'économies sur ce budget-là, alors qu'il y a des gens, on l'a dit tout à l'heure, qui savent même pas comment joindre les deux bouts. Moi, je le vois là, sur mon bureau de poste où je travaille, il y a des gens qui survivent. Voilà. Et le même gouvernement a pris 4 millions d'euros pour des menaces supplémentaires pour les forces de l'ordre, 4 millions pour acheter des drones, 3 millions pour des gaz lacrymogènes, 2 millions pour des LBD. Donc là, oui, on va dire, je suis caricatural, mais c'est deux choix politiques qu'on a le droit de mettre en parallèle, en opposition. Alors, la guerre, le terme est utilisé par Fauvergue, c'est lui-même qui l'utilise. On retrouve également cette guerre des images dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je fais une parenthèse, l'article 24 concernant le droit de filmer ou de diffuser les policiers a été un rajout également du ministre de l'Intérieur. Donc, et l'intention était bien, comme il l'a dit devant des syndicats de police, de tenir une promesse auprès d'eux afin que les policiers soient désormais floutés. Donc, non, mais c'est pour son objectif, c'est important. Non, mais pour l'intention, enfin, c'est important quand même de savoir comment a été rajouté cet article pour reprendre, d'où il vient et pour quelles raisons il a été rajouté. Et ensuite, la guerre des images, effectivement, qu'elle existe, puisque dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, il est expliqué qu'il y aura également des images tournées par les policiers, qu'il faut contrer l'information, qu'il faut l'encadrer. Il y a une véritable volonté en fait, du ministère de l'Intérieur de mener une véritable guerre contre la diffusion, effectivement, de violences policières et de faire en sorte qu'elles soient non seulement non visibles, mais contestées par les autorités, qui est dans le déni. Parce que rappelons-nous aussi les propos du président, qui est de dire non, il n'existe pas de violences policières. Tout doit nous alarmer dans ce texte. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a aucun chiffre de données et de préciser sur les attaques des policiers. Ça, le ministre de l'Intérieur ne donne aucune précision sur ces agressions de policiers. Il faudra peut-être un jour en donner. Et ensuite, concernant le texte, évidemment qu'il va falloir flouter. Comment vous les rendre non identifiables en policiers sans le flouter ? Le deuxième élément qui pose problème dans ce texte, c'est-à-dire cette notion très floue dans l'intention de nuire à son intégrité physique ou psychique. Et c'est ce que relèvent d'ailleurs tous les observateurs, les avocats, les journalistes. C'est évidemment très vague. Et c'est ça qui pose problème. Donc, in fine, on ne pourra plus filmer ni diffuser un policier sans le flouter. Et donc, on va devoir rendre invisibles les violences policières. C'est ce que ce texte, évidemment, invite à faire. Donc c'est l'article 24 qui pose problème, puisqu'il empêchera ou au moins dissuadera les journalistes de filmer les policiers en exercice. Et d'ailleurs, avant même que cette loi soit votée, on en a eu la preuve pendant cette manif. Youmi, tu es allé la filmer. Ça se passait donc derrière l'Assemblée, place Édouard Herriot. La manif s'est éternisée une fois la nuit tombée. Puis les manifestants ont voulu improviser un cortège sur le boulevard Saint-Germain. La police les en a empêchés. Avec la fameuse stratégie de la NAS, du gaz lacrymo a été abondamment lâché.
bref, comme on dit, ça a dégénéré. Et ça, quoi qu'on en pense, ce sont des infos qu'on doit être en mesure de pouvoir filmer. Donc des journalistes, sans doute aussi des citoyens, étaient sur place, venus faire leur travail. Mais hier, comme si certains policiers, déjà galvanisés par cette future loi qui va les protéger, appliquaient déjà cette future interdiction de filmer. Démonstration en 3 étapes. D'abord, il y a eu des intimidations verbales. Sur ces images, on entend un drôle d'avertissement. Les journalistes qui ont une carte officielle, je vous demande de la présenter et de partir. Maintenant, on a pour ordre d'interpeller. Si vous êtes dedans, on vous interpelle également. Idem pour le journaliste Clément Lano qui filme en dehors des tensions et en étant identifiable et pourtant menace et dialogue de sourds. Non mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement? Ben, vous quittez l'endroit. Mais c'est mon travail. Vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, j'ai une carte de presse. Oui monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Ensuite, deuxième étape, classique mais toujours choquant, une entrave physique. Ici, le reporter Simon Louvet, violemment dégagé par les policiers alors qu'il faisait son travail. Il avait une carte de presse, mais qu'en serait-il s'il n'en avait pas eu? Enfin, dernière étape, la neutralisation totale. Ici, c'est la photoreporter Anna Nelson qui est carrément interpellée. Que photographiait-elle? Impossible de le savoir pour l'instant puisqu'elle a été placée en garde à vue pendant une 20aine d'heures. Elle est sortie de sa garde à vue avec un rappel à l'ordre pour attroupement après sommation, qui est une autre façon de dire je fais mon travail en prenant des photos. Voilà donc des exemples comme ça, on en a bien d'autres. Par exemple, un journaliste de France 3 a aussi été interpellé et placé en garde à vue au grand désespoir de sa rédaction. Et là, vous vous dites, oui, c'est encore Mediapart, contre la police, qui milite, etc. Eh bien non, la défenseure des droits, tout récemment nommée par Emmanuel Macron, elle aussi s'inquiète. Elle avait déjà rendu un avis très critique sur cet article 24 et sur la loi sécurité globale. Eh bien, elle a récidivé hier. La défenseure des droits explique dans 11 pages très argumentées pourquoi plusieurs articles de cette loi posent problème pour la démocratie et en particulier sur l'article 24, elle estime que l'infraction prévue par cette proposition de loi n'est pas nécessaire à la protection des policiers. Elle porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et crée des obstacles au contrôle de leur action. Elle ajoute « Les temps difficiles où le contexte ne saurait en rien justifier l'atteinte aux libertés fondamentales que porte ce texte, difficile de la contredire. » Et pour rappel, et pour paraphraser un grand penseur de Mediapart dont les haïkus peuplent les murs de la rédac, le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Gérald Darmanin présentait à Beauvau les résultats de son ministère et il a déclaré ça. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Je rappelle donc que si des journalistes couvrent des manifestations, notamment conformément au schéma de maintien de l'ordre que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département, singulièrement ici, préfet de police de Paris, pour se signaler, pour être protégés également par les forces de l'ordre. Alors, on apprend donc... Très intéressant qu'il y a des journalistes qui se signalent, en quelque sorte, qui s'accréditent auprès de la préfecture pour couvrir une manifestation sur la voie publique. Et surtout, on apprend, en entendant Gérald Darmanin, que si on ne le fait pas, eh bien le ministre, il n'est pas content, puisqu'il cite un journaliste qui ne l'a pas fait. Ce journaliste, on l'a rencontré, c'est Clément Lano. Il est indépendant, il a 23 ans et ne se déplace jamais sans son matériel. Je suis journaliste freelance, donc l'actualité peut tomber à n'importe quel moment. Donc toujours ma caméra, au moins mon téléphone avec moi. Mardi donc, avec sa caméra, il filmait la manifestation devant l'Assemblée. Et avec les policiers, ça s'est mal passé. Non mais monsieur, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, c'est la loi. Du coup, vous voulez que je fasse quoi là concrètement? Ben, vous quittez l'endroit. Mais c'est mon travail. Vous voulez m'interpeller? Oui, monsieur, un ordre de dispersion a été ordonné. Mais on est journaliste, j'ai une carte de presse. Oui monsieur, c'est valable pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Ce matin, il nous a donc donné rendez-vous sur les lieux de cet échange musclé pour nous raconter la scène. Ce soir-là, il y avait des véhicules de gendarmerie qui bloquaient toute l'avenue. J'étais donc en dehors des tensions, il y avait des véhicules qui étaient à peu près par ici, moi j'étais derrière. Et c'est là qu'un policier de la Bravem m'a dit « Monsieur, il faut vous disperser, sinon je vais vous interpeller ». J'avais cette caméra-là, j'avais ma carte de presse, j'avais, je peux le montrer, un brassard presse comme ça pour être identifié. Et pourtant, le policier lui demande de se disperser. En 4 ans de couverture de manif, il n'avait jamais vécu ça. J'ai fait toutes les manifs loi travail, j'ai fait tous les actes des gilets jaunes, je fais beaucoup de manifestations. Ça m'est jamais arrivé qu'on me demande de me disperser. Évidemment, je suis pas là pour gêner le travail des forces de l'ordre. Quand il faut s'écarter, quand il faut se reculer,
Quand il y a des barrages, on ne peut pas passer, ça arrive. Je ne suis pas le premier journaliste à dire oh là là, la liberté de la presse est en danger parce qu'on m'empêche de passer un barrage. Mais c'est la première fois qu'on me demande de me disperser alors qu'une manif est en cours et des tensions sont en cours. Du jamais vu donc, mais du avoir très souvent désormais, puisque, je le rappelle, c'est ce que prévoit le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Gérald Darmanin l'a présenté en septembre, page 16. Il stipule que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes. Et donc, les journalistes, s'ils sont au cœur d'un attroupement, ils doivent, comme n'importe quel citoyen, obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre. Donc je traduis, quand un journaliste reste pour couvrir une fin de manifestation, il ne fait pas son travail, en fait, il s'attroupe, bref. Alors ensuite, on a voulu faire réagir Clément Lano à ce qu'a dit Gérald Darmanin à son sujet. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a une personne, notamment un journaliste, qui a fait savoir, d'ailleurs qu'il l'a fait savoir publiquement, qu'il aurait été menacé d'être interpellé. Ce journaliste ne s'est pas rapproché de la préfecture de police de Paris, contrairement à certains de ses collègues, pour couvrir cette manifestation. Il parle de vous, là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne sais pas quoi lui dire, il dit qu'il faut se rapprocher de la préfecture. Qu'est-ce que ça veut dire rapprocher de la préfecture? Moi j'ai appelé la préfecture, je leur ai demandé si j'avais été accrédité lors de la manifestation, est-ce que j'aurais pu couvrir les tensions, est-ce que on m'aurait pas dit de me disperser. Ils m'ont dit on n'a pas d'éléments. Ils n'ont pas d'éléments. Comment sur le terrain, au milieu d'une manifestation, je sais pas, par exemple le 1er décembre sur les Champs-Élysées, c'est le bazar, comment les journalistes, comment les policiers vont faire la différence entre un journaliste accrédité, un journaliste pas accrédité? Déjà que la carte de presse, c'est compliqué de savoir qui l'a pas. S'il y a des accréditations ou à minima, il faut se signaler à la préfecture. Comment les policiers vont faire la différence? Ils auront une liste, ils vont devoir chercher au milieu des lacrymogènes. Monsieur Lano, je sais pas comment ils veulent mettre ça en place et ça m'interroge, ça m'étonne et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Est-ce que ça vous paraît normal de devoir s'accréditer pour une manifestation sur la voie publique? Je connais aucun journaliste qui l'a fait et je connais peu de journalistes qui vont le faire. Voilà, et enfin Clément Lano, c'est un journaliste qui couvre beaucoup de manifs, il nous l'a expliqué. On l'avait d'ailleurs contacté pour qu'il nous dise ce qu'il pense de cet article 24, et il avait décliné, pas sûr au départ de trouver que l'article posait problème. Et bien depuis son altercation avec la police mardi, il a changé d'avis. Au début, j'étais pas très inquiet sur cet article. C'est vrai qu'après, quand on y réfléchit un peu, si on lit le texte tel qu'il est, on peut se dire ça va, je suis journaliste, je rentre pas dedans. Mais dans le but de nuire, ça veut dire quoi? Qui va décider ce que ça veut dire? Est-ce qu'un policier, oui, qui passe devant ma caméra, va dire ça me nuit, je porte plainte contre Clément Lano et il faut qu'il aille en prison? Alors, le gouvernement dit que non. Moi, je demande à voir. Mais c'est sûr que, au minimum, ça interroge. Et c'est sûr que peut-être beaucoup de journalistes vont se dire ah bah, je diffuse pas telle image, je filme même pas cette image parce que c'est trop dangereux. Alors hier, Gérald Darmanin a légèrement rectifié le tir sur cette histoire d'accréditation auprès de la préfecture en disant que les journalistes pouvaient, sans y être obligés, se signaler donc à la préfecture. Dernière info qui nous est parvenue, selon son entourage, il pourrait introduire un amendement garantissant la liberté de la presse, ce qui ne règle pas la question des images captées par des non-journalistes qui sont bien souvent tout autant d'intérêt général. Oui, merci Valentine. Signalons quand même ici qu'à Mediapart à l'air libre, nous ne lâcherons pas ce dossier. Le gouvernement, tu l'as dit, annonce une réécriture de l'article 24. Nous verrons, redisons-le pour vous qui nous regardez, c'est pas une mobilisation corporatiste de journalistes pour les journalistes. Il en va en fait de notre capacité de journalistes, de tous les journalistes, à faire le travail et surtout du droit des citoyens, de votre droit à être informés. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser. De nombreuses sociétés de journalistes, des ONG, des citoyens, et même la défenseure des droits, Claire Hédon, nommée par Emmanuel Macron, alerte sur cet article 24. Mathieu, toi samedi, tu étais justement à la manifestation avec Yomnik et Zouf. Oui, la manifestation qui se tenait place du Trocadéro. Le parvis des droits de l'homme qui donne sur la Tour Eiffel était inaccessible, barricadé par la police venue en nombre qui a bloqué les rues adjacentes et filtré les accès avec fouille des sacs comprises, dispositif illégal, a rappelé l'avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, Arié Halimi, aux policiers. Vous savez maintenant que ce que vous êtes en train de faire est interdit, c'est pas une réquisition judiciaire. Vous le savez, vous vous mettez en illégalité. Vous vous mettez tous en illégalité en faisant des contrôles d'identité et des fouilles de sacs. Alors sur la place, des milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous, y compris d'ailleurs de nombreux salariés de Mediapart, disons-le. Mot d'ordre du rassemblement, les journalistes et citoyens doivent pouvoir rendre compte de ce que fait la police. Ambiance au départ tranquille, puis vers 17h30, on a vu se déployer le scénario habituel. Malheureusement, la police s'équipe dans les rues autour de la place du Trocadéro avant la confrontation. On n'oublie pas
Voilà. Puis la police a chargé et nassé les manifestants autour du palais de Chaillot. Et ces manifestants, donc, ils n'en avaient pas qu'après l'article 24 dont on a parlé. D'autres articles de la loi suscitent leur inquiétude, notamment le numéro 22 qui détermine les conditions dans lesquelles les autorités peuvent, je cite, transmettre en temps réel au poste de commandement les images obtenues, je cite encore, au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Autrement dit, derrière ce terme un petit peu suranné, une légalisation de la surveillance aérienne par drone. En mai dernier, le Conseil d'État a rappelé le caractère illégal de ces drones et pourtant, ça n'a pas empêché la police et la gendarmerie de les utiliser pendant le confinement, mais aussi dans de nombreuses manifestations, comme ici le 12 septembre à Paris, pendant un rassemblement des Gilets jaunes. Alors en première ligne contre les aéronefs de la police, les activistes de la Quadrature du Net ont déployé samedi au Trocadéro un filet à drone symbolique. On le voit, parmi eux le juriste Martin Drago qui nous explique ce que la loi va permettre. Un blanc-seing qui est donné à la police, il y a des finalités hyper larges, ils peuvent filmer les lieux privés, les balcons, d'ailleurs ça a été dit au débat, pendant le débat à l'Assemblée, ils ont dit ah maintenant les lieux privés on pourra en avoir besoin, donc on va pas les protéger parce qu'on pourra en avoir besoin. Ça surveille d'en haut, ça a un zoom, ça a une capacité de captation d'images gigantesque, donc en fait on n'a plus rien à prouver, la question de nécessité ou de proportionnalité c'est totalement disparu. Et surtout, en fait, peut-être qu'en ce moment, il y en a un qui est au-dessus de nous, mais on ne le voit pas, en fait. On n'est même plus informé qu'on est filmé. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est un passage à l'échelle gigantesque dans la vidéosurveillance. Et nous, on parle de surveillance de masse, parce que oui, en fait, des drones qui peuvent voir de tout, de loin, avec reconnaissance faciale, si ce n'est pas la surveillance de masse, je ne vois plus trop ce que c'est. Alors, dans le schéma de la sécurité intérieure récemment révélé par Mediapart, bien, le ministre de l'Intérieur écrit noir sur blanc qu'il veut généraliser le recours aux drones, malgré donc, on le répète, l'opposition du Conseil d'État. Notamment depuis 6 mois, en fait, toutes les manifs sont surveillées par des drones et par plusieurs drones. Et surveillées par des drones, il faut voir que c'est les images de la foule captées, mais derrière ce qu'on peut faire de ces images, c'est-à-dire l'identification des manifestants. Que les images des drones, elles ne restent pas juste sur la télécommande du pilote, mais elles sont envoyées à un centre de commandement, le centre de commandement de la préfecture de police. Et là-dessus, sur ces images, il y a des logiciels qui peuvent tourner. Alors les logiciels exacts qui tournent, on ne les connaît pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi de la reconnaissance faciale. Ça, c'est pas un fantasme du tout. Il y a aujourd'hui un fichier qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires. Il y a 18 millions de personnes qui sont dedans. Il y a 8 millions de photos qui sont dedans. Et la police, régulièrement, utilise ce fichier pour, en gros, comparer avec les gens qu'elle détecte sur la voie publique et voir si ces gens sont fichés dans le fichier et donc les identifier. On a vu que l'année dernière, en 2019, ce fichier a été utilisé pour la reconnaissance faciale plus de 375 000 fois. Ça veut dire que plus de 1000 fois par jour, la police, elle utilise ce fichier pour faire de la reconnaissance faciale sur la voie publique et pour identifier des gens. Est-ce que vous avez vu des drones ? Ouais, j'en ai pas vu encore et je pense pas qu'ils en sortiront. Parce que ça serait un peu dangereux de leur part, vu qu'on sait tous que c'est illégal de faire voler des drones en ce moment pour la préfecture. Donc je pense que tout le monde les attend sur ce point-là et qu'ils n'oseront pas en sortir. En tout cas, j'espère. Peut-être un petit peu optimiste, Martin Drago. Dans le ciel de Paris, samedi, un drone a fait son apparition pile au-dessus de la manifestation, accueillie de façon plutôt véhémente, vous le voyez, par les manifestants. Alors, on a demandé, Valentine, à la préfecture de police de confirmer que ce joujou qu'on a vu était bien le sien. À l'heure où nous tournons cette émission, pas de réaction, malgré 48 heures de délai quand même, et 2 relances. Ça va, ils ont le temps, normalement, voilà, ils ont le temps de réagir. On est toujours preneurs. Exactement. Alors quand même, un syndicat de commissaires sur Twitter a tout de même affirmé, en réponse à justement Ariel Halimi qu'on a vu tout à l'heure, que c'était bien un drone de la police. Bon, voilà, donc apparemment, on a là un pied de nez aux manifestants. Et au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, alors même que la loi n'est pas encore votée. Et surtout, un message, manifestez. Nous, pendant ce temps, on vous regarde. Ça s'est passé hier soir, place de la République à Paris, et les scènes qu'on y a vues, honnêtement, nous révulsent. Peu avant 20h, en effet, des centaines de personnes, des migrants chassés une semaine auparavant de leur campement en Seine-Saint-Denis sans solution de logement, mais aussi leur soutien, se sont retrouvés sur place pour installer environ 500 tentes. Une façon pour les associations de visibiliser l'invisible. Yann de l'association Utopia explique. Les exilés ne voulaient pas faire cette action, ils voulaient simplement être mis à l'abri. Et aujourd'hui, depuis ce matin, on essaye de joindre tout le monde. Et la mairie nous a dit en fin de journée, on a fait des propositions à la préfecture ne nous a pas répondu. En clair, ils veulent laisser et continuer à chasser ces populations dans tout le nord parisien. C'est la responsabilité de l'État. L'accueil des réfugiés, c'est un dossier qui appartient à l'État. Les élus font ce qu'ils peuvent
Et il est évident qu'Anne Hidalgo et tous les élus de France ne peuvent pas régler la problématique des exilés. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Sauf que dans la France d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas comme ça. Très vite, un important dispositif de force de l'ordre est déployé, des gendarmes mobiles, bientôt rejoints par des policiers, dont certains en civil. Des tentes sont confisquées, arrachées souvent dans la confusion, alors que les soutiens donnent de la voix. Solidarité avec les exilés. Parfois même avec leurs occupants à l'intérieur. Certains réfugiés repoussés ne peuvent retourner chercher leurs affaires, des soutiens sont traînés au sol. Des élus sont sur place, comme par exemple le député Éric Coquerel de la France Insoumise. Pour lui, les choses sont claires. C'est pas seulement ce soir, c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'évacuation du camp de Saint-Denis, dans sa construction, et que non seulement on a laissé 500 à 600 personnes sans abri, mais en plus on les a évacuées plus que rudement avec leur soutien. Et depuis, on veut faire en sorte de les invisibiliser, comme s'ils n'existaient pas. Bah si, ils continuent d'exister. Donc sur le court terme, là, il faut trouver une solution maintenant. Quelques minutes plus tard, le même Coquerel se fâche contre la police. Non, votre collègue m'a poussé. Il y en a même un autre qui s'est joué avec une matraque. Non, on n'a rien dans les mains, regardez. Tout à l'heure, un de vos collègues. Mais nous, on n'a rien dans les mains. Donc, monsieur, je suis là tranquillement, vous ne me poussez pas, d'accord? Oui, mais monsieur, ça non, ne poussez pas, c'est un élu, c'est un élu. Oh, élu de la République. C'est bon, élu de la République. Oh, oui, mais vous ne poussez pas, vous voyez. Non, mais ça va, ouais. De son côté, le commissaire chargé de l'évacuation admet face à l'élue parisienne Audrey Poulevard, venue sur place, son impuissance. On l'écoute. Ce qui est incompréhensible pour vous, c'est que là, vous obéissez à un ordre. Je comprends. Vous évacuez ces personnes de façon musclée, on va dire, mais elles ne vont pas s'évaporer. J'en suis conscient. Elles vont aller 500 mètres plus loin, elles vont aller 1 kilomètre plus loin. Donc dans 2 heures, vous allez aller les déloger 1 kilomètre plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la solution de la minute d'après. Il est un peu plus de 23h, la place est évacuée, des dizaines de migrants et leurs soutiens tentent de se diriger vers l'hôtel de ville en cortège. Des soutiens donc, mais aussi et surtout des exilés avec leur maigre pactage. Mais bien vite, cela ressemble plutôt à une chasse à l'homme dans les rues de Paris, avec lacrymo et tir du flashball en dépit des demandes. Une demande pas vraiment entendue par les forces de l'ordre, comme en témoignent ces images tournées par un reporter indépendant. Des journalistes comme Rémi Buzine de Brut sont eux aussi malmenés. Respectez la presse, nous. Eh ben respectez-nous d'abord, respectez-nous. Arrêtez, putain. Arrêtez. Stop. C'est la troisième fois que vous vous rappelez tout à l'heure. Mais la double peine, c'est surtout pour les migrants, condamnés à errer sans but, certes, mais pas dans la capitale, comme l'explique Yann d'Utopia 56. L'objectif de la police ce soir, c'est de disperser tout le monde, de ventiler, comme ils disent. Et puis derrière, toutes ces populations vont être chassées vers le nord parisien, comme d'habitude en fait, repoussées en dehors de Paris. Comme l'a dit monsieur le préfet l'Allemand, le roi du démantèlement, plus de campements dans Paris. Et bien ce soir, on lui a montré qu'il était encore possible de monter des campements. Et puis je pense que cette action, c'est la première, et il y en aura d'autres. En attendant, c'est retour casse-départ pour les migrants, avec une nouvelle nuit dehors à Aubervilliers. Ça fait longtemps que je travaille sur les violences policières, et il y a à chaque fois, systématiquement, une mécanique qui se met en place dès qu'on diffuse des témoignages de victimes de violences policières. Et souvent, ça va être de criminaliser la victime. Donc on va partir du principe qu'il y a un contexte qui prévaut ou qu'a pu faire la victime, alors que la réalité c'est que quand la presse sort ces éléments, on vérifie. C'est-à-dire que moi j'ai évidemment que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans la rue par exemple. Sauf que quand on compare avec les PV d'interpellation et d'intervention, les policiers mentionnent aucune violence dans la rue. Ils vont vers lui et les violences s'enclenchent dans le local. Et à aucun moment, lui, la victime, n'a de gestes violents à l'égard des forces de l'ordre. Donc il y a ça. Et il y a aussi l'idée, par exemple, on va toujours chercher des antécédents, on va disséquer le casier judiciaire, etc. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, la violence, pour qu'elle soit légitime des forces de l'ordre, elle doit être nécessaire et proportionnée. Donc ça veut dire que c'est un tenté où on doit estimer, est-ce que les policiers, à ce moment-là, quand ils rouent de coups une personne, est-ce qu'ils se défendent ? La réalité, c'est que dans l'intégralité des images qu'on diffuse, rien ne justifie ces violences. Moi, j'ai connaissance de ces images lundi. Et je sais que les policiers, le service d'enquête, ont connaissance de ces images aussi lundi parce qu'il y a une perquisition dans les locaux de la victime, parce qu'au début elle est poursuivie, c'est-à-dire qu'elle est poursuivie pour outrage et rébellion. Donc il y a une perquisition, ils récupèrent les vidéos, ils constatent que les violences, et c'est
que par la suite que le parquet, donc mardi, décide de classer sans suite les poursuites contre la victime et d'ouvrir une enquête contre les policiers. Donc ça veut dire que les policiers, et notamment donc la préfecture de police de Paris, a connaissance des faits de violence des policiers depuis lundi, mais entre lundi et aujourd'hui, aucun gradé de la préfecture, personne n'a estimé qu'il était peut-être dangereux d'avoir ces 3 policiers exercer sur la voie publique tout ce laps de temps. Quand on compare avec les déclarations des policiers, on voit que tout est faux. Les policiers disent qu'il a tenté de prendre leur arme, qu'il les a frappés à plusieurs reprises, etc. Donc du coup, on peut constater que tout est falsifié. On nous dit souvent les images, oui, il n'y a qu'à les transmettre au procureur. Oui, mais il n'y a qu'à là où alors c'est des images de vidéosurveillance, on aurait pu, le parquet l'aurait eu. La réalité, c'est que dans cette affaire, on a travaillé sur 20 minutes d'images. Donc la vidéosurveillance, mais aussi après, et que c'est une personne par-ci, une personne par-là qui a pris la vidéo, que évidemment que pour reconnaître les forces de l'ordre, on va pas les flouter, et que un voisin va pas envoyer au ministre de l'Intérieur ou au procureur ces vidéos. Donc il faut laisser cette liberté-là de pouvoir filmer les forces de l'ordre, parce que dans cette affaire, sans ces images, comme le dit Michel, il serait certainement en prison. Et ce sont des images d'intérêt général. On insiste, c'est pas juste un petit plaisir de filmer la police et de la balancer sur les réseaux ou dans des sujets. Mais moi, en regardant la vidéo tout au début, je me suis dit, c'est une arnaque, c'est pas des vrais policiers en fait. C'est quelqu'un qui lui en veut personnellement, qui veut le violenter. Et c'est pas normal qu'on puisse vivre dans une société où on a perdu confiance dans la police. Parce qu'encore une fois, si on doit avoir confiance dans une institution, c'est bien la police quand même. Et donc on peut pas légitimer ça. Ce n'est pas juste que moi, par exemple, qui ai eu la chance d'avoir connu la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, qui est quelqu'un de, je dirais, respecté dans l'espace public, que je dois éduquer mes enfants en leur disant faites très très attention les enfants. Vous savez, vous pouvez tomber sur des policiers qui ne rêvent qu'une chose, de vous agresser. Donc, quand il se passe quelque chose, restez calme, tranquille, ne répondez pas. Surtout, vous ne répondez pas. Parce que vous n'aurez pas raison face à la police. Donc, vous devez rester calme. Et je pense que c'est juste d'une grande tristesse, en fait, que je dois discuter de ces sujets avec mes enfants. Vous avez écrit un livre sur la pensée blanche. À chaque fois qu'on a des débats sur les violences policières en France, souvent on dit oui, mais ça concerne d'abord les États-Unis. C'est pas le cas chez nous. Quand il y a eu George Floyd, on a dit ça notamment. Est-ce qu'il y a une incapacité à voir le racisme structurel en France? Oui, il y a une incapacité, effectivement, à voir ce racisme structurel. Je pense qu'il est temps de grandir, en fait, de regarder les choses et de comprendre qu'effectivement, nous ne pouvons pas échapper à ce racisme structurel. Parce que c'est le fruit de notre histoire. Et effectivement, encore une fois, il y a des Français, des Françaises qui sont malheureusement... qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils ont un rapport avec la police. Mais ça, il faut le comprendre. C'est pas un vu de l'esprit, en fait. C'est une réalité. C'est-à-dire, moi-même, encore une fois, j'ai 48 ans, j'ai 2 garçons. Je leur parle, effectivement, qu'ils peuvent avoir des problèmes avec la police. Et donc, vous imaginez que nous sommes en train d'éduquer nos enfants à penser qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans la police. Mais ce n'est pas juste, parce que, encore une fois, je pense que tout citoyen devrait avoir confiance dans la police. Et l'État doit garantir cette confiance-là. Et lorsque vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pouvez raconter à vos enfants ? Les gouvernements précédents ne sont pas forcément tout blancs. On a eu notamment M. Valls qui a fait un virage avec les lois travail sur le maintien de l'ordre et l'utilisation de la police. Mais là, ça s'est accéléré de façon dramatique. Je veux dire, c'est sous ce gouvernement-là, par exemple, qu'on a eu la loi Asile-Immigration, où dedans, il y a marqué on doit contrôler les gens sur leur type étranger. Ce gouvernement a légalisé le contrôle au faciès. M. Darmanin a fait continuer de limiter la liberté d'expression, continuer de poursuivre les gens. Et M. Macron, qui dit qu'il est un peu en désaccord, ça fait 3 fois depuis le début de son quinquennat qu'il rappelle au ministre de l'Intérieur qu'il faut faire plus de déontologie. On ne veut pas des rappels, on veut des actions. Donc du coup, les policiers lanceurs d'alerte sont continués d'être persécutés. Ceux qui commettent des exactions n'ont rien. Et là, l'affaire Michel Zecler, une fois de plus, ça va être une sanction parce qu'il y a une émotion, il y a une médiatisation de l'affaire. On n'a pas réfléchi à la problème structurel de la police nationale. Il est toujours sur le peut-être. Voilà. Et je repense au mot d'Emmanuel Macron. Il a dit j'ai été choqué par les images.
Et c'est pas les images qui sont choquantes. Qu'il y ait des images ou pas, c'est ce qui s'est passé. Et la loi veut interdire les images, pas l'action qui s'est passée. Donc en fait, on est sur cette communication, mais même eux s'en mêlent les pattes dans le tapis. Gérald Darmanin, dans cette même audition, et d'ailleurs précédemment, il a dit que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, n'avait pas à démissionner. Est-ce que pour vous, il doit partir ? Il doit partir. Nous, ça fait un moment qu'on demande qu'il parte, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il a géré les Gilets jaunes de façon violente à la fois à Bordeaux et à Paris, ce qui lui a valu sa promotion. Je rappelle qu'à Bordeaux, il a couvert déjà des agissements de policiers dans l'affaire Olivier Béziat, ce pompier volontaire qui partait d'un endroit calme, qui s'est fait tirer à 2 reprises dans la tête. Donc il a couvert ça en mentant. Aujourd'hui, il continue de mentir. L'affaire que vous avez révélée à Mediapart, la préfecture de police a encore menti. On va en parler. Voilà. Donc du coup, en fait, on est sur quelqu'un qui ment pour garder ses positions. Et quand M. Darmanin parle, je ne veux pas d'un fusible qui saute, c'est pas un fusible, M. Lallement, c'est un responsable qui donne les ordres. Donc à partir de là, sur l'affaire Michel Zecler, quand il dit je ne suis pas au courant, je veux dire, quand il y a des renforts qui sont appelés, il y a des sorties d'armes, il y a un tir de grenade dans un quartier du 17e, s'il n'est pas au courant, c'est soit qu'il est nul, soit qu'il ne sait plus quoi dire pour se défendre. Une nouvelle histoire de violence policière avec une vidéo montrant 6 jeunes violemment interpellés par des policiers au Bois de Boulogne. C'était le 30 avril 2019. Valentine, tu as recueilli le témoignage d'un de ces jeunes. Oui, le témoignage du conducteur de la voiture. On le voit ici sur ces images de vidéosurveillance. On voit un policier tirer en direction du conducteur. Le conducteur est ensuite sorti par d'autres policiers et violemment plaqué au sol. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soupçonnés d'un vol de sac à main. Le conducteur, il s'appelle Paul, il a 22 ans, on avait rendez-vous avec lui ce matin sur les lieux de cette interpellation. Donc c'est à ce feu-là que je me suis arrêté et qu'ils m'ont coupé la route. Au départ, Paul pense avoir affaire à des braqueurs. Je pensais qu'on allait se faire carjacker ou se faire voler, en tout cas. C'était une agression. Donc, ne dites pas, c'est des policiers. Ah non, à aucun moment, parce que c'est une voiture banalisée, mais nous on ne savait pas, c'est une voiture lambda. Et les 2 personnes qui sortent ne ressemblent pas à des policiers, n'ont pas l'uniforme et n'ont pas de brassard. Il n'y a pas de gyrophare dans la voiture, en tout cas on n'en a pas vu. Donc on n'avait aucun moyen de se dire que c'est des policiers. Donc il fait marche arrière pour s'enfuir et se fait tirer dessus par un policier. Je recule une 2e fois et c'est pendant que je recule une 2e fois que là, je sens la vitre à côté de moi qui explose, un bruit de détonation, puis un 2e. Donc là, j'arrête la marche arrière. Et c'est là où les personnes qui étaient en face de moi me disent coupe le contact enculé, coupe le contact et tout. Donc ça m'insultait, ça criait. J'étais totalement paniqué. C'est là où je me rends compte que c'est la police quand j'ai senti les menottes et que j'allais pas me faire tuer comme ça, comme un chien par terre. Alors Paul passe la nuit en garde à vue, il ressort libre, il n'est pas inquiété du vol de sac à main, dont la plainte d'ailleurs a été retirée. Mais il reste poursuivi par une plainte des policiers pour violence volontaire, pour avoir donc fait, je le rappelle, une marche arrière. Depuis cette nuit, sa vie a changé. Moi, ça m'a fait 40 jours d'ITT psychologique et 17 jours d'ITT physique pour l'épaule. Donc c'est assez grave. Du coup, j'ai arrêté mes études. Pourquoi ? Parce que j'arrivais plus à me concentrer, que c'était plus possible pour moi de rester posé à prendre mes cours. Je suis un psy actuellement que je vois régulièrement, que je voyais beaucoup, vraiment très régulièrement après l'affaire, parce que j'ai eu des grosses périodes de crise où je m'énervais pour un rien, j'en voulais beaucoup à la police, je cassais un peu tout dans ma maison, voilà. Après cette affaire, la moindre voiture qui s'arrêtait à côté de moi pour me demander son chemin ou quelque chose comme ça, je partais en courant. Alors qu'il n'y avait pas de raison, mais je partais en courant parce que ça me rappelait cette affaire-là. La vie du policier, elle, n'a pas vraiment changé. Il n'a pas été suspendu et exerce toujours. Ça me fait peur un peu pour les autres personnes qui sont dehors et qui risquent d'être confrontées à cet individu, parce que s'il le fait une fois, peut-être qu'il peut recommencer. Donc il met en danger tout le monde. Et surtout que quand j'étais en garde à vue, on m'a dit oui, c'est pas la première fois qu'il est violent, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc en plus, la police était au courant déjà de ses agissements. On vous a dit ça ? Oui, on m'a dit ça. Des policiers vous ont dit ça ? L'OPJ qui a pris ma déposition m'a dit ça. Donc déjà, quand elle m'a dit ça, j'étais choqué, mais encore plus de fait de savoir que ça n'a rien changé à sa vie et que lui, il est toujours en train de se balader, l'arme à la ceinture comme un cow-boy. Alors, Paul, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu affaire à la police, quelques contrôles d'identité qui se sont bien passés, rien de plus. Mais depuis ce qui lui est arrivé, voici ce qu'il en dit.
On parle beaucoup des violences policières. C'est une question à laquelle vous étiez sensibilisé déjà ou pas, avant que ça vous arrive? J'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais moi, ce qui me fait peur actuellement, c'est qu'on parle aussi du fait de ne plus avoir le droit de filmer la police, alors que c'est justement ce film-là, et dans toutes les affaires de violences policières, c'est les vidéos qui permettent de prouver que la police a fait quelque chose. Parce que là, actuellement, sans la vidéo qu'il y avait sur le feu, c'était la parole des policiers contre la mienne, et donc j'étais en prison, clairement. Alors que j'avais rien fait. Alors Paul a fini par être relaxé le 4 novembre, il a porté plainte contre X, l'enquête préliminaire est terminée et on attend la décision du parquet pour savoir si les policiers seront ou non poursuivis dans le cadre d'une info judiciaire. Contrairement donc au mensonge de la préfecture de police de Paris à Pascal Pasquariello qui a mené l'enquête à Mediapart, la préfecture lui avait dit que le parquet avait conclu à la légitime défense, puis il avait rappelé le jour de la marche des libertés, c'est un drôle de timing, pour dire qu'en fait c'était une affaire complexe sur le plan juridique. En tout cas, ce qui est avéré et ce qu'il faut retenir, c'est que ces jeunes, la justice a conclu que ces jeunes étaient coupables de rien, qu'une plainte est en cours d'investigation contre X de la part de Paul à propos des actes des policiers qui, eux, n'ont pas été suspendus. Au bout d'une heure du rassemblement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fameuse charge sur cette place, et sans aucun motif, parce que c'était vraiment calme. Donc moi, j'étais voir les forces de l'ordre, j'aurais demandé si je pouvais partir, ou si la manifestation allait bien partir, si elle n'a pas été interdite au dernier moment, comme Place d'Italie avec les Gilets jaunes. Parce que là, du coup, avec les enfants, là, je pars tout de suite. Et ils m'ont dit non, c'est bon, ça va partir. Donc, allez hop, décidé, je me mets en queue de cortège avec mon mégaphone. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me reconnaissent. J'ai mon mégaphone, on me l'a pété hier. Bon, bref. J'ai mis l'ambiance, je chante Macron, on est là, même si tu veux pas, on est là. Hôtel de Déco vient te chercher chez toi. Et je me mets vraiment en queue de cortège. Et j'étais pas loin du cordon de sécurité, des CRS, comme ça, et puis aucune animosité, quoi. Et puis, on s'élance, j'étais à 2 mètres de mes enfants, j'étais un peu devant, mais vraiment en queue de cortège. Et là, au bout de 10 minutes, j'ai pas compris ce qui passait parce que j'étais dans mon truc, je chantais dans le mégaphone et j'ai eu une clé de bras, là, on m'a mis au sol, 3 CRS sur moi et on m'a exfiltré de la manifestation et on m'a parqué dans une petite rue avec d'autres manifestants arrêtés et j'ai vu la gueule des manifestants, franchement, là les casseurs, donc il y avait la fameuse personne avec le parapluie, 45 ans, la femme de 45 ans, il y avait un informaticien avec moi, une grande barbe, franchement lui pour casser quelque chose ou pour courir, non mais c'était vraiment un sketch. Et les flics ne filmaient pas. Vous savez, moi j'ai remarqué ça. Ils avaient pendant notre interpellation, là, ils m'ont mis des serre-réflexions, mais ils n'avaient pas le mode film sur leur caméra. Et d'habitude, ils le font tout le temps pour une éventuelle rébellion ou outrage pour avoir des éléments pour en plus accabler les gens. Moi, j'ai remarqué ça et j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi je suis arrêté. J'ai demandé qu'on m'explique pourquoi je suis arrêté. On m'a dit attroupement en vue de participer à des troubles à l'ordre public. On m'a dit ça, puis on m'a rien dit, on m'a pas notifié mes droits, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé après? On m'a emmené dans un bus, et je me suis retrouvé avec une vingtaine de manifestants, dans un bus, et on nous a travaillé pendant 5 heures au 18e, on est parti après au 14e pendant 1 heure. Moi j'étais interpellé à 15h, on est arrivé à vers 17h30 au commissariat du 14e, et on a bien chanté, on a chanté des chansons pas agressives, on est là, Macron, les gilets jaunes, tout ça. Et ils se rappellent de nous, les flics du 14e. On était une dizaine, une quinzaine, et ils ont vu la gueule des manifestants, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Bref. Est-ce que vous avez été mis en garde à vue formellement? Ah non, pas du tout, on ne m'a pas notifié mes droits. Depuis le début de l'interpellation à 15h15, on ne m'a pas notifié. J'ai juste, heureusement que j'ai demandé le motif. Après, j'étais pas surpris, parce que quand on est gilet jaune depuis le 17 novembre, on a l'habitude. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, au commissariat du 4e, on est resté 1 heure. On nous a encore retransférés au commissariat du 13e. Pour après, à 21h, on passe devant l'OPJ. 1 minute. Bon, vous avez fait quoi? Il regarde le dossier. Ah oui, attroupement en vue d'eux. Bon, allez, dehors. 1 minute devant l'OPJ. Pour moi, c'est pas les policiers en soi les méchants. C'est les policiers qui respectent pas, en fait, leur devoir de protéger ces gardiens de la paix. Donc moi, j'invite, en fait, les vrais gardiens de la paix à se joindre à nous. Parce que c'est notre protecteur. Et j'en veux pas aux mots police, j'en veux aux mots bavure policière, aux ennemis de la paix. Pour nous aujourd'hui, c'est les gens qui sont contre l'injustice et pas contre la justice ou l'État. Vous n'avez pas la haine? Non, j'ai pas la haine, je suis triste. Je suis triste de ce qui arrive dans notre pays. Le pays des droits des hommes, oui, c'est de la tristesse. Je suis triste que mon père, il a été tué par des gens qui étaient censés le protéger. Donc c'est ça aujourd'hui que je veux rappeler aux gens. Sans haine. Juste l'émotion de la tristesse, je pense que ça suffit. Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric!
D'abord, cette enquête vidéo signée Sébastien Bourdon, Antoine Rouget, Camille Polony et Antoine Schirer. Ils ont collecté et analysé des centaines de vidéos prises le 12 décembre à Paris lors de la manifestation contre la loi sécurité globale. Leur enquête démontre le caractère illicite de plusieurs dizaines de charges policières effectuées ce jour-là, à l'image de celle-ci. Mais quelques secondes plus tard, le même groupe de policiers charge à nouveau. Sur un autre angle de caméra, on peut observer ce qui semble être le motif de la charge. L'interpellation de ce manifestant, muni d'un masque et d'une pancarte. Deux agents s'élancent, suivis par le reste de leur groupe. Le cortège est violemment repoussé. Des coups de matraque sont donnés. Les policiers font aussi usage de gaz lacrymogène. On distingue aussi sur les images l'interpellation d'une femme portant un gilet jaune. Cette vidéo documente également les arrestations arbitraires de manifestants, les coups portés sans raison et la communication mensongère de Gérald Darmanin, notamment au regard du bilan judiciaire. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur se félicite de la stratégie anti-casseurs mise en place et annonce le chiffre de 142 interpellations. Les éléments réunis par Mediapart montrent que cette communication des autorités est fallacieuse. Sur les 142 personnes interpellées, 18 n'ont même pas été placées en garde à vue. Sur les 124 restantes, dont 19 mineurs, 49 ont bénéficié d'un classement sans suite. Le parquet ne disposait pas d'éléments suffisants pour les poursuivre. 46 autres ont reçu un simple rappel à la loi, c'est-à-dire un classement sans suite accompagné d'un avertissement. Pour 23 autres, les procédures sont encore en cours. Une personne a été relaxée, et enfin 5 ont été condamnés, dont seulement 2 pour des faits de violence. Une pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, et l'autre pour un jet de canette en direction des forces de l'ordre. En résumé, pour 113 des 142 personnes interpellées au cours de la manifestation, la justice n'a pas trouvé matière à les poursuivre. J'étais tellement atterré de cette décision de donner cette enquête à ma chef de service qui est la compagne, donc comme je l'ai dit, du commissaire divisionnaire M. Souchy. Je me suis dit que cette pratique n'était pas normale, n'était pas indépendante et pas juste envers notre République et par rapport aux citoyens. Donc je me suis dit que je vais révéler ce point important de conflit d'intérêts par la presse. Je n'ai pas pu faire autrement parce que ma hiérarchie et l'ex-procureur de Nice étaient donc acteurs de ce conflit d'intérêts. Donc je n'avais pas d'autre moyen que de faire connaître ce conflit d'intérêts qui pour moi a quand même une problématique importante dans le respect de chaque citoyen d'être vu par la justice ayant une justice égale pour tout le monde. Donc j'ai pas pu fermer les yeux et être complice de ça. Donc par mon silence, j'ai voulu agir, enfin du moins réagir par la presse. J'ai dû enfreindre quelques autorisations législatives, on va dire, pour que la vérité soit faite aussi bien envers Madame Leguet que pour la police et que pour tous les citoyens qui ont envie d'avoir une police nationale qui soit claire et cohérente avec ses propos. Et on le voit très bien, quand on demande à quelqu'un de porter son masque ou d'avoir une attestation pour sortir chez soi, c'est une loi qu'on doit faire appliquer, mais on l'applique pour soi-même et aussi pour les autres. Vous trouvez que la police n'est pas irréprochable aujourd'hui ? Je pense que personne n'est au-dessus des lois, qu'on soit policier, ministre ou député ou simple fonctionnaire. La loi est la même pour tout le monde, donc il faut qu'on soit impartial et exemplaire.
Après, chacun doit se regarder dans son miroir. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire être un citoyen fonctionnaire réacteur par rapport à cette action qui était faite sur le conflit d'intérêts. Peut-être que tout le monde ne l'aurait pas fait, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans le mensonge et de se fermer les yeux, se mettre des œillères. Et il faut qu'on retrouve une cohésion dans notre fonction publique et dans notre pays dans son ensemble. Si on n'est pas acteur de tout ça, je pense qu'il y a plein de choses qui se font et ça ne donne pas une bonne image pour la police nationale. Il y a un phénomène extrêmement important qui est évidemment les gilets jaunes, le fait d'avoir des manifestations récurrentes, hebdomadaires, et donc des moments de friction, ça a forcément amené plus d'accidents, plus d'incidents, plus de drames, puisqu'il y a eu des morts. Au cœur des villes. Au cœur des villes, etc. Et de ce point de vue-là, le maintien de l'ordre, on va dire, pour aller très très vite, effectivement, il a changé en France, il est devenu beaucoup plus brutal, pour tout un tas de raisons. L'armement, la doctrine, l'emploi des troupes, la formation, les ordres, la communication ministérielle, la communication présidentielle, où on a lâché les policiers vraiment de manière, de mon point de vue, inconsidérée, en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis au moins 50 ans sur le sol métropolitain. Donc là, on parle bien de manifestations sociales. Parce qu'en fait, il y a d'autres types de manifestations. Il y a les manifestations festives, il y a et puis il y a tout ce qu'on peut appeler le maintien de l'ordre dans les quartiers, qui est en train d'apparaître, alors qu'il existe depuis 30-40 ans qu'il y a un véritable problème entre les quartiers et la police et qu'il y a des violences policières extrêmement nombreuses depuis 30 ou 40 ans, mais qui étaient peu ou pas ou mal documentées, qui n'attiraient pas forcément l'attention de certains médias et donc qui étaient oubliées. Là, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'historique. C'est un débat sur la place de la police, comme jamais. On n'a jamais, je parle sous le contrôle de Vanessa qui connaît ça admirablement, de mon point de vue, on n'a jamais autant parlé en France, et en fait dans toutes les démocraties, mais notamment en France, autant de la police, de son rôle, de sa place, de sa nature, qui est très particulière en France. C'est ce qu'on a vu un peu dans la bande-annonce, puisqu'il y a une confusion entre l'État et la police, du fait que la police soit nationale. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en Suisse, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, etc., où les polices ne sont pas nationales, ne représentent pas l'État. Et donc, ici, elles représentent l'État. Là, ce qui se passe, c'est que la répression, elle est massive et elle va toucher un ensemble de gens extrêmement différents. Des étudiants, des lycéens. On avait vu avec l'affaire de Mantes-la-Jolie. Il y a eu des journalistes sont aussi visés par la répression, les manifestants, des avocats peuvent être aussi visés par la répression. Donc, le filet des personnes qui peuvent être pris s'élargit et en même temps, on élargit aussi les filets de la répression. Il y a les violences policières, mais il ne faut pas oublier les violences judiciaires avec la multiplication, les milliers de gardes à vue qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes et puis qui ont donné lieu à des comparutions immédiates, le nombre de procès, des militantes et des militants condamnés à de la prison ferme, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, en tout cas dans ces proportions-là, et puis la stigmatisation politique. Ça fait très longtemps que les luttes n'ont pas été autant stigmatisées, c'est-à-dire assimilées à de la violence criminelle, assimilées à du terrorisme, c'est ce qu'on voit aussi dans des moyens d'action qui sont utilisés contre les militantes et les militants, mais aussi assimilées à des fous. Les militants sont fous, c'est de la folie, c'est une foule haineuse, ce que disait Emmanuel Macron. Il y a la répression visible, très visible, c'est les violences policières. Et puis il y a d'autres formes de répression plus invisibles, voire invisibilisées, c'est le cas de la garde à vue. Personne ne vous voit, sauf votre avocat. Et dans ce cadre-là, il y a une invisibilisation de la répression qui prend de plus en plus de place, c'est la multiplication des techniques intrusives de surveillance et de récolte des données des citoyennes et des citoyens. Alors, des exemples. Des exemples, les empreintes ADN, la surveillance de vos communications téléphoniques, la géolocalisation des téléphones portables, la reconnaissance faciale. Donc, on va utiliser notre corps à des fins sécuritaires pour nous prélever des informations sur nous-mêmes, pour remplir des fichiers, pour renseigner l'État, les gouvernements, les institutions de répression sur qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on lit, quelles sont les personnes avec lesquelles on échange. Donc il y a vraiment une massification de la surveillance de l'État sur les populations. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces données ? Eh bien justement, c'est la question, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles viennent remplir des fichiers, nourrir des dossiers, et puis, en fait, ce qui compte en réalité, c'est les dispositifs. Une fois que les dispositifs sont là,
les personnes qui vont être visées vont s'étendre. Aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu tout un ensemble de fichiers qui ont été créés, tout un ensemble de dispositifs, notamment qui comprennent de la délation, on y reviendra peut-être, et qui étaient censés se résumer à des suspects, etc. Qui a été fiché au final? Les militantes et les militants. Des gens pour leurs opinions politiques. Alors on pourrait citer aussi le fichage, dernier exemple, dernière actualité en date, le Conseil d'État donnait un avis favorable à 3 décrets élargissant les possibilités de fichage, autorisant les policiers et les gendarmes à faire mention des, je cite, opinions politiques, des, je cite, convictions philosophiques et religieuses et de, je cite, l'appartenance syndicale de leur cible. Est-ce que c'est grave? C'est grave. C'est grave, mais ça s'inscrit vraiment, déjà ça s'inscrit dans une histoire. Les militantes et les militants ont toujours été surveillés par les services de renseignement. Il ne faut pas oublier que l'objectif des renseignements généraux, au moins jusqu'en 1990, c'était de surveiller l'activité protestataire et l'activité contestataire. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les archives de la préfecture de police de Paris. J'ai trouvé des fiches sur des individus, notamment des avocats anticolonialistes, par exemple, qui défendaient des militants algériens. Ça a toujours été le cas, mais est-ce qu'il y a une sorte d'industrialisation aujourd'hui de tout ça? Il y a une accélération du procédé de fichage parce que l'État a besoin de récolter de plus en plus d'informations. On peut prendre la fichesse, par exemple, qui est utilisée contre des individus dits radicalisés, mais aussi contre des militants. Donc on voit qu'il y a une multiplication des fichages. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que le gouvernement, non seulement légalise des pratiques en fait qui se font et qui doivent se faire, mais l'affiche. Et je crois que c'est un signal qui est envoyé à la population. Alors, c'est aussi, et on va continuer un petit peu, l'autre partie de votre réflexion, peut-être plus dérangeante pour nous collectivement, là on parle beaucoup de l'État et de ses méthodes de répression, mais plus dérangeante pour nous collectivement, c'est ce que vous appelez le développement dans nos démocraties d'une synoptique populaire, c'est-à-dire d'un système où une majorité de la population regarde et surveille quelques individus. À quoi vous faites référence précisément ? Je pense en réalité aux appels des policiers, du gouvernement à ce qu'une partie de la population surveille des individus déviants, anormaux, qui ont des pratiques suspectes. Et ça passe par quoi? Par les messages du gouvernement? Ça peut être des campagnes publicitaires. Par exemple, en Australie ou au Royaume-Uni, on envoie des kits ou des lettres à la maison, surveiller les individus qui ont un comportement suspect. Ça peut être dans des magasins des vidéos. Ça va être le message attentif ensemble quand on prend le métro. C'est tout un ensemble, là encore, de dispositifs qui vont nous inciter à nous surveiller les uns les autres, à se méfier des uns des autres et qui vont appeler en réalité à la délation. On a évidemment l'autosurveillance et la délation. L'autosurveillance et la délation sont vraiment 2 grands dispositifs de répression latérale aujourd'hui qui viennent servir la répression d'État. Et on le voit dans tous les domaines. On le voit dans la criminalité et la délinquance de droit commun. Alors ça, c'est par exemple aux États-Unis, vous avez des émissions, ou aussi en Angleterre, des émissions qui vous appellent à appeler si vous reconnaissez un homme parce que vous pourriez le mettre en prison. On vous incite à participer à l'enfermement de quelqu'un. Ça peut être, dans le cas du terrorisme bien sûr, d'abord repérer des individus qui pourraient passer à l'acte, puis des individus dits radicalisés. C'est les fameux signaux de radicalisation qu'on voit partout dans des guides de prévention de la radicalisation, sur Internet, qu'on envoie à certaines universités françaises. Ça s'est vu il y a 2 ans. Et puis ça va être aussi au moment du coronavirus, où on a vu la police d'Antibes appeler la population à dénoncer toute personne qui ne respecterait pas le confinement. Avec Yumi Kezouf, on est allé au studio de Michel Zecler, là où le producteur a été tabassé par 3 policiers. Pendant ce déchaînement de violence capté par son système de vidéosurveillance, 9 de ces artistes étaient en train d'enregistrer une musique au sous-sol. Quand ils ont entendu des hurlements de Zecler, on a rencontré 2 des jeunes présents dans ce studio. Ce soir-là, Wensley et Goten, qui ont bien voulu témoigner. Là, j'entends à l'aide, laissez-moi tranquille, etc. Et là, la porte elle est fermée, c'est ça? Cette porte-là, elle était fermée et on savait pas ce qui se passait. Du coup, on était tous là, on était toutes les personnes qui étaient dans le studio, on était tous là, les 8, à pousser la porte pour essayer de voir en fait ce qui se passait. Et à un moment donné, on a réussi à ouvrir la porte un tout petit peu. Et on a vu que c'était des policiers. On a vu un uniforme. On a vu que c'était des policiers qui tapaient Michel. Au premier coup, moi, je me suis pas dit que c'était des policiers. Je me suis dit peut-être qu'ils se font agresser ou... Jamais j'aurais pensé que c'était des policiers, en fait. Ils nous ont bloqués. On le voit dans la vidéo. Ils sont mis devant la porte pour qu'on puisse pas l'ouvrir. Ah, ouvrez, wesh! Ah, ouvrez, wesh! Du coup, il frappait Michel sur cette porte-là. Et nous, il nous bloquait. Il y en a 2 qui nous bloquaient pour qu'on puisse pas ouvrir la porte, en gros, pour aider Michel. J'arrivais pas à comprendre.
parce que je le voyais en sang, sa tête trouée. Et j'avais jamais vu Michel dans un état pareil. Et Michel, le gaillard, le costaud, se retrouve tête trouée, en sang. Devant moi, ça me faisait quelque chose, quoi. Les jeunes parviennent alors à pousser la porte et font fuir les policiers dehors. Mais quelques minutes après, l'un des agents lance une grenade lacrymogène dans le sas, ce qui provoque une nouvelle montée de panique. Les jeunes fuient se réfugier au sous-sol. La lacrymogène prenait à la gorge, en fait. On a fermé toutes les portes, les plusieurs portes qui mènent à cette pièce. On s'est tous réfugiés ici. Il y en a qui sont partis se réfugier en cabine. Et en fait, nous, on était encore dans l'incompréhension, mais on n'avait qu'un seul choix, c'est d'attendre les policiers, en fait, qui viennent nous chercher. Mais à ce moment-là, toi, t'avais peur, tu pensais à quoi? Tu disais que tu risquais quelque chose ou que de toute façon, c'était des policiers, donc ça allait aller? Non, franchement, j'avais pas confiance du tout. Je savais déjà que l'histoire était bizarre dès le début, en fait. Elle était bizarre dès le début et je me suis dit que déjà, j'ai voulu appeler mon frère pour lui dire que clairement, j'allais pas rentrer tout de suite. C'était sûr. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu un noir habillé avec un sweat à capuche et une veste en cuir. Et à partir de ce moment-là, c'est un problème dans leur tête à eux. C'est pas un problème pour tout le monde, mais pour eux, ça a été un problème. Si vous pouviez discuter avec les 3 policiers, vous leur diriez quoi? Pourquoi vous m'avez agressé? Je leur dirais aussi, vu que par la force des choses, ils ont fini par avouer la vérité, donc qu'ils ont abusé en me mettant des coups, qu'ils ont été un petit peu loin, qu'ils demandent des excuses, tout ça, avouez aussi ce qu'on ne peut pas entendre sur la vidéo. Avouez que les insultes, ces insultes-là m'ont fait plus mal que les coups. Vous me regardez dans les yeux, on est en 2020, et vous me traitez de sale nègre. Moi, personnellement, je ne suis pas un sale nègre. C'est ce qu'ils m'ont dit en me regardant dans les yeux. Assumez ce truc-là aussi. Parce que c'est très grave. C'est bon maintenant, vous avez menti sur tout, sur toute la longueur. Là, vous êtes pris la main dans le sac. Reconnaissez vos torts. Puis j'ai envie de dire aussi à ceux qui les défendent, parce que honnêtement, ça, j'arrive pas à le comprendre. Les gens qui défendent ces policiers-là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Les gens qui... je lis des choses où je me dis comment on arrive en tant que Français à se dire, à trouver des circonstances. Ah oui, mais il a dû sans doute faire un truc avant. Qu'est-ce que j'aurais fait avant pour mériter ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avant pour mériter ça? On attend que les gens passent, on ferme la porte, et puis on massacre ce sale nègre, parce que c'est les termes qu'ils ont employés. Comment vous pouvez essayer de défendre des gens comme ça? Non, même si c'est des collègues, vous avez merdé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de collègues à eux qui disent, à cause de ces gens-là, on a honte d'être policier. Mais vous ne devriez pas avoir honte d'être policier, il faut juste les dégager, ceux-là. Tout ce qui est visible, j'ai envie de vous dire que tout ce qui est visible va un petit peu mieux avec le temps. Après, les réels problèmes que je rencontre sont ceux que j'attendais pas finalement. C'est plus, ça se passe plus dans la tête qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire? Là, je suis suivi par un psychiatre. Et je ne cache pas que ça me gêne un peu d'en parler, mais c'est que c'est pas facile, en fait, psychologiquement. Il y a toujours certaines craintes que j'ai et que je ne maîtrise pas, en fait. Un exemple, c'est que la dernière fois, j'ai des policiers qui sont venus me demander un renseignement de manière très polie. Mais j'avoue, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'uniforme, mon cœur il s'est mis à s'emballer un petit peu. C'est des réactions que je ne maîtrise pas forcément. Mais voilà, c'est dû à ça, quoi. Il faut pouvoir arranger ce qu'on ne voit pas. Et c'est un petit peu plus compliqué que le reste. Je me demande souvent, vu que pour réparer, pour me soigner, on me dit il faut que tu oublies. De l'autre côté, la justice a besoin de faire son travail, donc on me demande de me replonger là-dedans, de regarder encore ces images qui me font énormément de mal.
Donc c'est pour la justice, donc je fais le truc, mais au bout d'un moment, à quel moment moi je peux réellement me soigner? Réellement. Je voudrais tourner la page. Moi, si j'attends quelque chose aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement tourner la page. C'est que j'aimerais, après je suis peut-être un rêveur, mais j'aimerais que quand même on arrive à se rendre compte que ils ont peut-être fait un peu plus que déconner, quoi. Il y a une telle détresse sociale chez les gens, chez nous. Enfin, on s'en prend plein la tronche constamment au niveau politique et tout ça. On est dans un tel sentiment d'injustice qu'en fait, des fois, on ne sait même plus sur qui envoyer notre colère. Et des fois, par frustration, effectivement, on va heurter les sentiments d'une camarade qui, au final, n'avait rien demandé, quoi. Et donc, moi, c'est vrai que c'est très dommage. Moi, ce que j'ai vu, par exemple... dans mon expérience, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des désaccords ponctuels, mais que dans l'ensemble, tant qu'on garde effectivement le même objectif, la même idée de justice et de démocratie, on finit quand même toujours par revenir de toute façon, parce que voilà, on pourra pas s'arrêter de se battre. Tant qu'il y aura des injustices, en fait, tant qu'on n'aura pas eu gain de cause. J'ai découvert ce que je peux qualifier aujourd'hui sans aucune problématique, parce que je l'ai vécu, une forme de racisme d'État. Non pas parce qu'il y a des lois qui visent spécifiquement des personnes... Il n'y a pas de loi raciste en France. Non, il n'y a pas de loi qui vise spécifiquement des personnes à raison de leur origine, de leur religion ou de leur couleur de peau. En revanche, il y a une praxis, c'est-à-dire un ensemble pratique d'État qui fait qu'il y a une discrimination et que l'on vise des personnes à raison de leur religion, ce qui fut le cas pour les musulmans pendant l'état d'urgence de 2015. J'ai vu personnellement, puisque j'en ai défendu beaucoup, des personnes qui ont été assignées à résidence et perquisitionnées administrativement uniquement parce qu'ils étaient religieux ou qu'ils pratiquaient, ou qu'ils étaient musulmans, ou qu'ils pratiquaient leur religion, et qui d'ailleurs n'ont eu strictement aucune poursuite. J'ai vu dans les mémoires du ministère de l'Intérieur des rhétoriques racistes et comme par exemple l'assimilation du musulman à un islamiste, voire à un terroriste, du simple fait qu'il qu'il pouvait éventuellement pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, ce qui veut dire, en gros, on n'a pas de preuve contre cette personne de ce qu'il appartient à une mouvance éventuellement islamiste ou terroriste, mais dans la mesure où il pourrait pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, ça prouve justement qu'il pourrait être dans la dissimulation et donc un islamiste ou un terroriste.